Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous informe qu'après cette vidéo, toutes mes vidéos concernant mécanique du sol seront privées aussi. Ok? Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez continuer à suivre ces cours de mécanique du sol, il faut me contacter. Soit vous m'envoyez un email, soit voici le WhatsApp ici. Vous pouvez m'envoyer un message. Ok? Plus rapide, c'est le WhatsApp. D'accord? Donc, à partir de cette vidéo, après cette vidéo sera OK, vous pouvez suivre. Mais après cette vidéo, toutes les autres vidéos qui vont suivre seront privées. C'est-à-dire que sans mon autorisation, vous ne pouvez pas suivre. Voilà. D'accord? On commence donc. Mécanique des sols. On avait commencé les chapitres sur le compactage, là. OK? Compactage du sol. Donc, la première vidéo sur ce chapitre, on avait vu déjà les principes du compactage, l'introduction et les différents principes du compactage, les principes généraux. OK? Donc, cette vidéo-là va se consacrer uniquement au test standard de Proctor. Et ce test est vraiment très important pour vous sur les chantiers. OK? Sur plusieurs types de chantiers. Donc, nous allons prendre notre temps, discuter en profondeur, aller donner tous les détails sur ce test-là, sur Proctor, parce que c'est l'un des tests les plus importants en géotechnique. D'accord? OK, allons-y. Donc, compactage alors. Test de Proctor. C'est quoi le test de Proctor? Le test de Proctor, là, c'est un test qui consiste à compacter le sol dans une moule de capacité 944 cm3. OK? Et le diamètre du moule, c'est autour de 101,6 mm. OK? Donc, le sol sera compacté dans cette moule-là. Et pour stabilité, la moule là est fixée sur une plaque, la base. OK? Et aussi, le haut du moule, c'est-à-dire il y a un rehaussement. Le moule est rehaussé pour permettre pour que le sol qui sera mis dans le moule là ne se déverse pas des côtés. OK? Donc, on utilise un marteau de 2,5 kg pour damer le sol qui est dans le moule. D'accord? Et le moule là, on remplit pas, on fait pas une couche. Et on remplit pas le moule du sol une seule fois. Il faut faire 3 fois. OK? Donc, 3 couches. Attention, il y a une erreur ici. Au lieu de 30, ça va être 305 mm. OK? Mais on va corriger ça. Pardon. Et la hauteur du chute du marteau, c'est 305 mm à peu près. C'est-à-dire 30,5 cm. Et pour chaque couche, je le disais, dans le moule, on met 3 couches de sol, c'est-à-dire 3 fois. Et pour chaque couche, on fait 25. On laisse tomber le marteau sur le sol 25 fois. Donc 25 coups par couche. D'accord? Donc, il y a des équipements. Voici un schéma qui montre un peu la moule dont j'ai parlé tout de suite. Vous voyez ça? Ça, c'est la moule. Donc, cette moule-là, voici la base, ce que j'ai appelé la base de la moule. C'est ça qui va permettre de stabiliser un peu pendant l'essai. S'il n'y a pas ça, peut-être ça ne sera pas trop stable. Et voici le rehaussement, okay? L'extension. Ça, c'est pour permettre que les sols qu'on va mettre là ne débordent pas et se déverser, pour se déverser. OK? Et le marteau, là, en réalité, c'est ça. Voici une photo qui montre les deux. La moule avec le rehaussement. OK? Voici la plaque, la base là, pour fixer. Vous voyez, le moule est fixé sur la plaque pour que ça soit vraiment stable. Et ce que vous voyez là, c'est le marteau. À l'intérieur, il y a un marteau
qui coulissent. C'est comme les pompes que vous avez, pompes à vélo là. Dedans là, quand vous tirez, il y a quelque chose coulisse à l'intérieur, non? OK? Donc là, ce qui est là, c'est ce que là où vous devez tirer. Vous tirez et vous laissez. Et quand vous tirez, vous laissez. Le marteau, voici le marteau en réalité. Donc ça, c'est la vue de l'intérieur de cet appareil, OK? De cet équipement. Donc à l'intérieur, il y a le marteau, OK? Donc là, c'est un schéma qui nous permet de voir comment dedans est fait. Donc le marteau là qui coulisse à l'intérieur. Donc quand vous tirez, vous déposez, vous tapez sur le sol qui est placé dans le moule, OK? Donc je disais, là, c'est 300,5, c'est 305 mm au lieu de 30,5. Donc, on va corriger ça avant de continuer, OK? 305 mm. Voilà. Donc, ne vous en faites pas, on va voir comment faire les tests, comment la procédure du test du début jusqu'à la fin, OK? Donc là, c'est juste pour vous montrer les différents équipements qu'on utilise dans les tests Proctor standard, OK? Comment faire les tests, on va expliquer ça. Donc, je garde juste le schéma là, ici, avec ces images. Donc, pour chaque essai de ce Proctor là, pour chaque essai, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher le poids volumique humide du compactage, du sol qui a été compacté. OK? Nous cherchons le poids unitaire, le poids volumique, le gamma humide pour chaque test. D'accord? Et comment obtenir le poids unitaire? OK? Poids unitaire, c'est-à-dire poids volumique. Poids volumique, c'est poids divisé par volume. OK? Le W qui est là. C'est juste pour dire poids. Weight en anglais. OK? Donc, poids divisé par volume. OK? Comment obtenir le poids? Comment obtenir le volume? Pour le volume, c'est très simple. On vous a déjà donné le volume. Le volume du moule. On vous a dit que c'est 944 cm3. OK? Maintenant, pour obtenir le poids, bah, il faut aller peser. Il faut aller peser le sol. D'abord, vous pesez le moule qui est vide. Et après, vous pesez le moule qui est rempli du sol. Et pour avoir le poids du sol, vous faites le poids du moule rempli de sol moins le poids du moule à vide. Vous allez donc obtenir le poids de votre sol. Et ce poids-là divisé par le volume du moule, vous obtenez donc le poids volumique de votre sol. D'accord? On va voir ça, on va revenir sur ça aussi. Donc W, c'est le poids des terres compactées dans le moule. Et VM, c'est le volume du moule. OK? Donc, pour chaque essai maintenant, on va essayer de déterminer la teneur en eau. La teneur en eau pour chaque essai. Si on veut savoir la teneur en eau, j'espère que vous connaissez la formule. Vous avez besoin du poids de l'eau dans le sol divisé par le poids total. Donc, vous avez besoin donc de déterminer le poids de l'eau qui est dans le sol. OK? Pour chaque essai, teneur en eau, il faut obtenir le poids de l'eau et utiliser le poids de l'eau pour appliquer la formule de la teneur en eau. Que j'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut revoir les vidéos du chapitre 3, je pense. Donc, comment déterminer cette teneur en eau? C'est simple. Vous prenez le sol humide, vous pesez. OK?
Et vous prenez le même sol que vous avez pesé là, même si c'est une moitié seulement, même si c'est un peu seulement un morceau de sol humide là que vous avez pris, pesez, vous obtenez le poids humide et allez-y chercher au micro-ondes jusqu'à toute l'eau là va partir. En ce moment, ce que vous allez obtenir, ça sera le sol sans eau. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'eau. Et vous pesez ce sol qui est sec là. Et le poids que vous allez obtenir en ce moment, ça sera le poids sec. Donc, si vous faites le poids humide au départ, là, que vous avez eu au départ, moins le poids sec, vous obtenez le poids de l'eau. Parce que quand c'est sec, là, il n'y a plus d'eau. Quand c'était humide, il y avait d'eau. Donc, vous pesez, vous obtenez le poids total. Total des deux, du sol et puis de l'eau. On considère que l'air, là, c'est négligeable. Et quand c'est sec maintenant, l'eau est partie. Donc, le poids que vous allez peser, ça sera uniquement le poids du sol. Donc, poids humide moins poids sec, vous obtenez le poids de l'eau. Et en divisant ce poids de l'eau par le poids total, vous obtenez la teneur en eau, non? Oui, voilà. Donc, si vous avez la teneur en eau, maintenant, vous pouvez utiliser cette teneur en eau là pour calculer le poids volumique sec. Le poids volumique sec. Et ce poids volumique sec là, voici la formule qui va vous permettre de l'obtenir. Les rho, les gamma D, gamma dry. En fait, vous avez entendu tout ce que j'ai dit rho là. Ça veut dire que vous pouvez aussi aller avec les densités. Et ça, ce sont des ratios seulement, ce sont des rapports. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez aussi aller avec les densités aussi. On s'en fout, hein. Donc, là, je pars avec comment on appelle? Les poids volumiques. OK? Les gamma. Donc, le gamma D égale à gamma. Le gamma humide là, vous prenez, vous divisez tout ça. Voilà. Ça, c'est la teneur en eau. OK? Le oméga qui est là. Et est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? OK? On avait dit que le degré de compactage est évalué par le poids volumique sec du sol. C'est le poids volumique sec du sol qui va nous dire si le sol a été bien compacté ou pas. Peut-être là maintenant, c'est difficile pour vous de comprendre ça, mais vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a dit ça. Ça, c'est un rappel, hein, on a vu ça dans la vidéo précédente. Ils avaient dit que cette phrase-là est vraiment très importante. C'est le poids volumique sec là, les gamma D là, qu'on va utiliser pour juger et voir si le sol est vraiment bien compacté ou pas. D'accord? Donc, ce gamma D est vraiment très important. D'accord? Il faut garder ça en tête. Donc, on progresse. Je vais juste garder les deux formules là ici. Attention, hein, 6, 1 là, ça c'est le numéro des équations. Hein. 6, 1, 6D. Il faut que je vienne arranger ça après. OK? 6, 1, 6D là, c'est juste les numéros des équations, s'il vous plaît. Il ne faut pas aller vous embrouiller. Donc, avec maintenant le gamma D pour chaque test et la teneur en eau pour chaque test, si vous vous rappelez, on avait déterminé, on avait parlé de ça dans la vidéo précédente, que vous ajoutez de l'eau. Au départ, plus vous ajoutez de l'eau, plus la densité augmente. Vous compactez, le compactage, le gamma D là, la valeur augmente. Et on avait une courbe. OK? Mais arrivé à un certain moment,
où il y a un optimum pour la teneur en eau et un maximum pour le poids volumique sec. OK? Donc, pour chaque test, vous allez faire, pour chaque sol, vous allez faire plusieurs tests. Juste en changeant l'eau, la quantité d'eau. Vous changez juste la teneur en eau et vous compactez et vous obtenez le gamma D. Vous ajoutez un peu d'eau encore, vous compactez et vous obtenez le gamma D. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez les valeurs, les différentes valeurs, si vous faites par exemple, disons, vous avez fait 6 tests au 10, pour chaque test, vous allez obtenir donc une teneur en eau et un gamma D. OK? Le gamma D que vous allez obtenir à partir de cette équation-là, équation D là. Donc, on va utiliser ça et tracer ce gamma D là en fonction de la teneur en eau. On trace une courbe. OK? Donc, cette courbe-là va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le poids volumique sec maximum. Le gamma D max. C'est ce gamma D max là. C'est ce gamma D max là qui est l'objectif de ces tests de Proctor standard. C'est gamma D max là, c'est ça on cherche comme ça. Et doucement, doucement, on va vous montrer comment obtenir ce gamma D max. Et la teneur en eau qui va correspondre à ces gamma D max là, qu'est-ce que j'en ai de dire? C'est max, non? Gamma D max. La teneur en eau qui va correspondre à ça, c'est ça, c'est cette teneur en eau là qu'on va appeler teneur en eau optimale. Donc les deux, ok, ce couple de données là, teneur en eau optimale, gamma D max, c'est ça qu'on cherche. Voici un exemple de courbe pour un limon argileux. Vous voyez, la courbe là commence là. Au début, en bas, en abscisse, c'est la teneur en eau. À un moment donné, c'est le gamma D. OK? Donc, on commence là avec une teneur en eau relativement petite. Donc, vous ajoutez un peu et vous mouillez le sol un peu seulement. Vous compactez un test. Vous obtenez un gamma D. Vous calculez la teneur en eau. Vous avez un point. Vous ajoutez un peu plus d'eau encore dans votre sol. Ça ne sera pas le même sol que vous venez de finir avec là. Hein. Ça, il faut laisser. Peut-être vous avez une bassine comme ça où c'est rempli. Vous mélangez. On va voir tout de suite comment on fait ça. Vous ajoutez encore et vous prenez une partie, vous mettez dans le moule, vous compactez. Vous gagnez un autre point. Bon, ici, on n'a pas mis les points, mais c'est tracé de courbe là, c'est à partir des différents points qu'on a noté. OK? Donc, le sommet de cette courbe là, pour chaque sol, c'est toujours comme ça. Il faut faire tout ce que vous voulez, tous les sols, ça sera toujours comme ça. Donc, le sommet de cette courbe-là, c'est les coordonnées de ce sommet-là qui nous intéresse. L'abscisse sera donc la teneur en eau, et cette teneur en eau qu'on va appeler teneur en eau optimale, comme ce qu'on a dit ici, teneur en eau optimale. Et l'ordonnée sera donc les gamma D max. Gamma D max. Sur le plan, je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez utiliser rho D max aussi. Ça passe. OK? Avec même formule, s'en fout. En ce moment, au lieu d'utiliser poids ici, c'est masse que vous allez utiliser. Vous connaissez la différence, hein? Poids en newton, masse en kilogramme. C'est pas la même chose. Hein? OK. Cette courbe-là, vous voyez cette ligne qui est là, là. Il faut laisser ça comme ça d'abord. On va revenir spécialement sur ça. À la fin de cette vidéo, on va vous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Mais laissez ça comme ça d'abord. OK? Pour le mois,
Retenez seulement que vous faites chaque point. Vous avez teneur anneau et gamma D. Et on va obtenir avec ça des gamma D max et la teneur anneau optimale. Voilà. OK? Donc, la procédure du test, maintenant. Comment faire le test? La procédure du test là a été élaborée. Ça est dans... Ça, c'est la norme américaine. American Society for Testing and Material. OK? Et voici la désignation. Et puis aussi les systèmes ASTO, aussi américains. Donc, si vous avez ces livres-là, vous pouvez même chercher sur Internet. Hein. Voilà, la procédure. Là. Mais ici, je vais essayer de vraiment donner la procédure du test là avec tous les détails possibles pour que vous soyez vraiment, voilà, bien préparé pour ça. Donc, allons-y. Procédure pour les tests de Proctor standard. Parce qu'il y a un autre type de Proctor aussi, Proctor modifié. Donc, pour le moment, on est avec Proctor standard d'abord. OK? Modifié là, ça va venir après. Donc, voici un peu ici un dessin qui peut expliquer, qui résume un peu comment le test est fait. Vous commencez par ici. Vous voyez ces récipients-là. Supposons que c'est une bassine, par exemple. C'est un peu grand. OK? Vraiment grand. Et vous mettez du sol. OK? Et dans ce sol-là, vous ajoutez de l'eau. Pas beaucoup. Juste pour mouiller le sol. OK? Il faut mouiller le sol. Et vous mélangez bien. Ça, c'est cette étape-là. OK? Voici. Voyez ici. Vous mélangez très bien. Ça, c'est ce que les maçons là, utilisent là, pour construire avec là. Mais vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez. Il y a plusieurs trucs. Si vous voulez, vous utilisez vos mains si vous n'avez pas de choses. Mais il faut bien mélanger. OK? Donc, ce sol qui est déjà mélangé là, ça est là. Vous enlevez. C'est-à-dire, puisque c'est dans une bassine, c'est grand, non? Ça veut dire que ce n'est pas tout le sol qui est dans la bassine là, vous allez mettre. Ça ne va pas rentrer dans votre moule. Ou bien, vous enlevez un peu et puis vous mettez dans le moule maintenant. Ça, c'est cette étape-là. Vous mettez. Maintenant, souvenez-vous, on a dit, on a besoin de 3 couches. J'ai dit 3 fois. Vous mettez le sol là 3 fois. Donc, il ne faut pas mettre le sol jusqu'à ça va remplir, déborder. Non. Il faut aller de telle sorte que vous puissiez avoir 3 couches à la fin. 3 couches. Ceux qui ne comprennent pas ce qui veut dire 3 couches là, vous allez voir tout de suite une photo qui montre, une image qui montre les 3 couches là, qui sont compactées dans les moules. Donc, vous mettez, voici votre moule. Vous voyez là, le moule qui est là. C'est exactement ce moule qui est là, sous forme de schéma. Donc, vous mettez le sol dedans. OK? Et de telle sorte que ça ne remplit pas totalement. Mettez un peu. Mais au moins, il faut mettre suffisamment. Puisque quand vous allez compacter, le volume va diminuer. OK? Et vous commencez maintenant à compacter. Ça, c'est ce qui est là comme ça. Cette partie-là. Ce schéma-là. OK? Vous compactez. Quand vous compactez, vous tirez, vous voyez ici la main qui est là. Vous tirez jusqu'à haut et puis vous laissez. Le marteau va tomber. Parce qu'il y a un marteau qui coulisse dedans. Attends, je montre ça. Voici le marteau là. C'est ça qui est là.
à l'intérieur là, de ça là, ok, il y a un marteau dedans. Donc, quand vous tirez, le marteau se lève. Vous tirez jusqu'au bout et puis vous lâchez. Faut pas pousser, hein. Non. Ça doit être sur son poids propre uniquement. Vous tirez jusqu'au bout et puis vous lâchez. Vous tirez, vous lâchez. Et il faut vous rappeler, pour chaque couche, 25 coups. Donc, vous tirez, vous lâchez 25 fois sur chaque couche. Est-ce que vous voyez? Et quand vous regardez ici, vous voyez qu'il y a 3 couches dedans. Une première couche en bas, qui n'est pas totalement visible. Une deuxième couche au milieu ici. Et cette troisième couche. Est-ce que vous voyez? Ces 3 couches-là s'obtient en mettant un peu le sol ici. Donc, vous mettez, vous compactez et vous revenez sur cette étape encore. Vous voyez les 2 flèches qui sont là. C'est comme si vous allez revenir encore ici. Refaire encore, remettre. Une fois vous mettez, vous compactez, le volume va diminuer. Le sol va se resserrer, les vides. Les grains du sol vont se resserrer. OK? Vous ajoutez encore du sol. OK? Ça, c'est la troisième couche. Et vous faites la même chose. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 25 coups. D'accord? Et vous remettez encore du sol. Parce qu'on a besoin de 3 couches. Voilà. Et voici un peu, encore une autre illustration. Vous voyez un peu comment ça, ce sont des photos. Là, il est en train de mettre le sol dans le moule. C'est exactement ce qui est là, comme ça. OK? Ce qui est dessiné ici. Après avoir fait ça, il commence maintenant à compacter. Compacter. Là, peut-être, c'est la dernière couche. Vous voyez ici, et quand vous compactez, vous voyez ici, il est en train de tenir. Donc, l'autre main tient. Il y a une main qui tient. Vous voyez le bout qui est là. La main gauche, si vous êtes droitier, bon, je sais pas, hein. Une main qui tient ici, et l'autre main tient là. Une main qui tient là, et l'autre main tient là. Et donc, vous tirez en haut, puis vous lâchez. Donc, quand vous damez là, quand vous compactez, il faut vous rassurer que vous allez partout dans le moule. Il ne faut pas seulement rester au milieu, seulement plus compacter. Essayez d'aller au bord aussi. Par exemple, quand vous voyez ici, ces cas-là, c'est au milieu. Par contre, cette photo, vous voyez que le moule là, le marteau est au bord. Voilà. Et de telle sorte que ce soit uniforme. La surface là soit bien compactée. OK? C'est ce qu'il faut faire. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça, vous enlevez maintenant l'extension, le chapeau, le rehaussement. Et vous utilisez cet outil-là qui ressemble comme une règle pour, vous voyez, là, le rehaussement là, l'extension là, le chapeau là, on a enlevé, ça déposé, ce qui est en haut. D'accord? Parce que nous avons besoin de seulement de cette partie. Cette partie, ce rehaussement là, c'était juste pour empêcher le sol de se verser au hasard. OK? Vous allez voir qu'après avoir fait bien compacter, si c'est bien fait, vous allez voir que vous allez avoir quelque chose comme ça. Et vous utilisez cet outil-là, cette règle-là, pour vraiment brosser la surface de euh, votre moule. Okay? De telle sorte que ça soit vraiment plat. Éliminer les sols, tout ce qui est supérieur en surface. Il faut tout éliminer. D'accord?
C'est ça qui est ici, cette image. C'est ça qui est cette image. Et maintenant, après ça, vous allez prendre ce moule-là comme ça. Ça se détache, hein? Vous voyez? La base, là. Cette base-là qui est là, là. Si vous dévissez, ici, il y a vis. De ce côté, il y a vis. Si vous dévissez, vous pouvez prendre le moule sans la base, là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller peser. C'est ça qui est l'étape qui a été illustrée ici. Vous voyez? On pèse le moule plein de sol pour voir le poids. Et connaissant le poids du moule à vide, parce que ça, c'est ce que vous devez faire au départ, hein. Normalement, le poids de votre moule est connu. C'est comme le cas du volume, là. Le volume aussi est connu. Le volume du moule est connu aussi. Non? Donc, le poids du moule à vide, il n'y a rien dedans. Ce poids-là est connu. Donc, parce que quand vous mesurez comme ça ici, ce cas qui est là, ok? Sur cette photo-là, vous voyez mon curseur, la pointe rouge là. Quand vous mesurez ça, le poids que vous allez obtenir, c'est le poids du sol plus le poids du moule. Les deux ensemble. Oui. Donc, c'est le poids, ce poids que vous allez mesurer ici, là, c'est y compris le poids du moule. Donc, vous prenez ce poids-là, vous faites moins le poids du moule à vide. Le moule qui ne contient rien là, qui a rien dedans. Là. Vous connaissez son poids. Donc, si vous faites ce poids-là moins le poids du moule vide, vous allez obtenir le poids. Quand je dis poids ici, là, c'est masse. Hein. Mais masse, c'est poids. Bon, c'est juste une histoire une formule. Masse fois G. Donc, vous obtenez donc la masse, le poids de votre sol humide. Donc, ainsi, vous avez votre W ici. Oh ben, c'est W là, on cherche comme ça depuis là. Et le V qui est là, c'est le volume qu'on a donné depuis le départ. On a dit 944. Ce volume-là, on a donné ça depuis le début, non? Oh ben. Donc, ça, c'est le volume du moule qui est connu d'office. Même la masse du moule. Si vous allez au labo, on va vous donner ça aussi. On va vous dire la masse du moule vide. Donc, vous prenez la masse du moule qui est pleine du sol, moins la masse du moule vide, vous obtenez la masse de votre sol. Masse multipliée par G, vous avez le poids. M fois G. Donc, ce poids-là, divisé par le volume, vous avez le poids unitaire. Donc, parce que quand vous faites masse en kilogrammes multiplié par G, vous obtenez le poids en newton. Hein, et c'est ça que vous connaissez, j'espère. Donc, si vous voulez maintenant, allez-y en kilonewton en divisant par 1000. Donc, après avoir eu le poids et le volume, vous avez votre poids unitaire. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est le poids unitaire humide. Il faut aller maintenant chercher le poids unitaire sec. C'est lui on veut. Le gamma D là, c'est ça qu'il faut aller chercher maintenant. Donc, pour le chercher, vous voyez la formule. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la teneur en eau. Donc, pour avoir la teneur en eau, c'est quoi? C'est la masse de l'eau divisée par la masse du total, non? Masse du sol, non? Ou bien, vous avez déjà la masse totale du sol, ce qu'on vient de peser, faire la soustraction. Mais dans ce sol qui est humide là, ce sol qui est là, qu'on a pesé ici, et puis on a déterminé son poids là. Dans ce sol là, quel est le poids ou la masse de l'eau qui est à l'intérieur de ce sol? Parce que ce sol là, c'est un sol humide, ça veut dire qu'on a mis de l'eau. Quelle est la masse de cette eau là? Si on a la masse de cette eau, on peut diviser la masse de l'eau par la masse totale du sol humide. Du sol, hein, sans le moule. Et vous allez obtenir maintenant la teneur en eau.
pour de pouvoir calculer votre gamma D. Donc, comment nous, on va faire ça? Donc, une façon de faire, donc ce que je vous ai dit, c'est d'aller chercher ces sols-là. On a déjà le poids du sol là. Si vous voulez, le poids total du sol qui est dans ce moule-là, on connaît ça déjà. Parce que c'est ça qu'on a utilisé pour calculer ici. OK? Donc, si vous voulez, vous pouvez aller chercher à l'étive, micro-ondes ou je ne sais pas, pour enlever toute eau qui est dedans. Et en ce moment, si vous faites le poids du sol humide moins le poids du sol sec, vous obtenez le poids de l'eau. Mais vous êtes d'accord avec moi que aller chercher tout ce sol-là, c'est trop, c'est énorme. Ce moule-là, quand même, c'est pas petit. Tu vas prendre, aller enlever tout ce sol-là pour aller peser ça, c'est énorme. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On coupe un morceau de ce sol. On va juste enlever une partie, une portion de ce sol qu'on va aller peser. Étant humide là, hein, on pèse ça d'abord. Étant humide, on pèse d'abord pour voir. Et vous notez le poids humide. Des petits morceaux du sol que vous avez coupés ici là. OK? Et non, quand vous déversez le sol là, vous coupez, puis vous mettez dans un petit plat. Vous allez vous mettre ces petits plats là. Vous pesez d'abord pour savoir le poids total à l'état humide. Et vous allez mettre ça maintenant à l'étuve. Quand ça va sécher, 24 heures, vous enlevez maintenant, vous pesez. En ce moment, c'est sec. Donc, vous faites humide là, moins sec. Vous allez obtenir le poids de l'eau. Et en faisant le poids de l'eau, divisé par le poids humide là, total humide là, vous obtenez la teneur en eau. C'est tout. Donc, on coupe. Voici un peu la suite. Donc, on appelle ça des tares. Vous voyez les plats qui sont là. Les plats qui sont dedans. Donc, vous voyez, c'est des... On a coupé, vous voyez le sol qui est dedans. Et si vous voyez bien, il y a des papiers qui sont là. Et des passages, ça c'est moi. Hein. Ça c'est moi quand je faisais la licence. OK? Donc, on a fait les tests. En ce moment, on avait fait 6 tests. Comme vous pouvez le voir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, 6 plats. Ça veut dire que celui qui est là, le test qui est là, on va couper une partie de ce sol-là et on va mettre dans un petit plat. On pèse d'abord, étant humide là, le sol étant toujours humide, on pèse d'abord. On note quelque part. Et puis on met dans le cuve là maintenant, comme ça. Et puis on ferme. Jusqu'à demain, on revient. On pèse encore. Donc, vous avez le poids humide et poids sec. Poids humide moins poids sec, vous avez le poids de l'eau. Ce poids de l'eau là, divisé par le poids humide, vous avez la teneur en eau. Et cette teneur en eau, maintenant, vous utilisez ici pour calculer. Parce qu'on avait déjà ce gamma là, avec cette formule. Vous utilisez maintenant, vous pouvez avoir votre gamma D. Ou bien, c'est simple, hein, je pense. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est un test d'abord. Hein. Vous venez maintenant, vous voyez la flèche ici, après avoir pesé, vous voyez la flèche nous reconduit ici. C'est un cycle. On recommence. Seulement, dans votre bassine là, la grande bassine où vous avez mis le sol là, vous versez de l'eau, ajoutez encore. Parce que ça va augmenter la teneur en eau. Vous ajoutez encore de l'eau. Et vous mixez bien, bien encore, jusqu'à ce que ça devienne uniforme. Et vous recommencez encore ici.
OK? Ici, vous recommencez encore, ainsi de suite. 3 coups, pardon, 3 couches, 25 coups par couche. Et vous revenez, vous raclez pour enlever le surplus. Vous pesez, vous calculez le gamma. Vous partez, vous mettez encore un morceau à l'étive. Voilà, et puis, voilà. Autant de tests que vous voulez. Mais il faut au moins avoir et 3. Parce que si vous n'êtes pas expérimenté, vraiment, il faut faire beaucoup de tests pour pouvoir tracer une courbe. OK? Parce que pour avoir le point qui est au sommet, là, c'est pas évident, hein? Vous pouvez pas avoir, c'est en traçant la courbe que vous allez obtenir, vous allez juger, bon, le point là va se trouver à peu près ici. Et vous déterminez la teneur en don maximale et la teneur en non optimale et le gamma D max. Voilà. Le gamma D max, c'est ça on veut. C'est les deux là. Teneur en non optimale et gamma D max. J'arrive pas à dire masse. C'est comme on dit. Max. Max, maximum. Voilà, c'est ça. OK. Juste pour votre information, il y a maintenant des machines automatiques qui peuvent faire ça. Au lieu que vous utilisez votre force, vous, vous compactez là, manuellement là. C'est fatigant. Donc, il y a une machine, vous poussez les boutons seulement et puis la machine va faire le travail. OK? Ça existe maintenant. Peut-être c'est plus efficace, je ne sais pas. Bon, j'espère que vous avez compris vraiment la procédure là et comment on fait les tests. C'est vraiment pas compliqué. Je pense que j'ai donné tous les détails. Tous les détails, franchement. OK? Donc, on continue alors. Voilà, tout est là, sans problème. Maintenant, énergie de compactage. L'énergie, quand vous faites le compactage, c'est votre énergie que vous utilisez, non? Vous perdez de l'énergie. Cette énergie que vous avez utilisée là, comment vous calculez ça? L'énergie, vous connaissez ce qu'on appelle, comment on appelle ça? L'énergie potentielle. C'est quoi l'énergie potentielle? L'énergie potentielle, c'est l'énergie qui possède un corps du fait de sa position élevée par rapport à un niveau donné, au sol, par exemple. Donc, en troisième, vous faites MGH, masse fois G multiplié par hauteur. C'est ça l'énergie potentielle. Donc, imaginez maintenant que la masse qui est là, du marteau, là, quand vous soulevez ça, la hauteur de chute, vous soulevez et puis vous laissez sa chute, non? La hauteur de chute, là, c'est ça le H. C'est ça qui est là. La masse multipliée par G multiplié par la hauteur de chute. Donc, si vous vous rappelez bien, on a dit aussi qu'il faut faire 3 couches. Et chaque couche, 25 coups. Il faut faire 3 couches, si vous vous rappelez bien. 1, 2, 3. Donc, il faudra garder ça en mémoire. Aussi, le volume total du moule, là, c'est 944 cm3. Et les marteaux, maintenant, ça fait 2,5 kg. Donc, on a la masse. Et la hauteur de chute, c'est pas 30, hein. Il faut corriger encore. C'est 305 mm.
30,5 cm si vous voulez. Et pour chaque couche, c'est 25 coups. Donc tout ça là, toutes ces données là, tout ce qui est là, toutes les données qui sont là, on va utiliser ça pour calculer l'énergie de compactage. OK? Donc, voici un peu la formule. Donc, ce que vous voyez, le 2,495 kg, c'est en réalité, c'est la masse qui est là. Ça, c'est juste quelque chose d'arrondi, 2,5 kg là. Ça a été arrondi. La vraie masse exacte là, voici ça. 2,495 kg. OK? Parce que c'est truc américain. On a converti en kilogrammes. Donc, ça ne donne pas des valeurs très juste arrondies en sauce. Multiplier, peut-être, ici, là, il y a un 8 de trop. OK? Multiplié par le G, 9,81. Il y a un 8 de trop. OK? J'espère que ça, vous connaissez. Multiplié par 0,3048. En réalité, c'est cet hôtel 305 mm. Puisque vous devez convertir ça en mètres. OK? Unité légale. C'est ça qui est là. En réalité, ce n'est pas 305 mm, mais c'est 304,8 mm. C'est 304,8 là, c'est ça qu'on a converti ici en mètres. Et vous multipliez par 3, parce que c'est 3 couches. Ça, c'est 3 layers en anglais. Et vous multipliez par 25, parce que c'est 25 coups pour chaque couche. 25 coups par couche. OK? Donc, si vous voulez, ça va faire 75 coups total. 75 fois que vous lâchez le marteau tomber. Bam, bam, bam. Multiplié par M fois G fois H. M, c'est là. Masse fois G, qui est 9,81. J'ai dit, il y a un 8 de trop. Il faut enlever. OK? Je ne vais pas m'arrêter pour enlever ça. Ça va me prendre temps. Mais je vais enlever après. Multiplié par la hauteur. Donc, masse fois G fois la hauteur, ça donne le poids. Ça donne le travail du poids. On est d'accord? WP, le travail du poids du marteau. Mais ça, c'est en un seul coup. Donc, comme on a 75 coups total, parce que c'est 3 couches, 25 coups par couche. Voilà. Et vous divisez par le volume, parce que nous avons besoin de l'énergie là par mètre cube. Combien ça va nous faire par mètre cube? OK? Donc, combien par mètre cube? Donc, si maintenant, il faut refaire les calculs, hein, parce que moi, c'est juste la procédure qui m'intéresse. Les calculs, les résultats, si c'est pas juste, c'est pas mon problème vraiment. Il faut juste faire ça. Ça là, c'est en kilojoule. C'est pas elle ici, c'est joule ici. OK? Bon, je pense qu'on va corriger ça aussi après. Il faut corriger. Ça là aussi, c'est en joule.
Voilà, il y a combien de choses qu'on doit poser? Il y a un 8 de trop ici. Ici, c'est 300. Bon, de toute façon, c'est l'énergie que vous avez par mètre cube. Il faut retenir ça. Les centimètres cubes, là, on a converti ça en mètre cube. OK? Le volume qui est là, le volume, là, 944, là, on a converti ça en mètre cube. Donc, on a besoin d'une énergie par mètre cube. Donc, c'est cette énergie-là que vous allez utiliser pour faire votre compactage sur les chantiers. L'engin, par exemple, si je prends cet engin qui est en train de compacter, marcher sur l'asphalte, là, comme ça, le bitume, là, cet engin-là a une énergie de compactage. En fonction du nombre de tours et de la vitesse de cet appareil-là, c'est écrit à quelque part, chaque appareil a ses caractéristiques. Si vous roulez à telle vitesse, voici l'énergie que vous avez. Si vous roulez à telle vitesse, voici l'énergie que vous allez, l'énergie de compactage. Donc, comme vous connaissez l'énergie de compactage que vous avez utilisé au labo pour faire votre compactage, déjà, vous allez utiliser la même teneur en eau. Teneur en eau optimale. Voilà. C'est ça que vous allez utiliser. Teneur en eau optimale que vous avez fait au labo, là. Vous allez reproduire ça sur le terrain. Et pour savoir, il faut juste prendre un certain volume de sol. Quand vous venez vous verser le sol là, avec votre benne, vous connaissez la quantité de sol que vous avez versé, le poids du sol que vous avez versé, parce qu'on connaît le poids unitaire du sol sec. Donc, on connaît le poids de l'eau qu'il faut ajouter pour arroser, pour avoir l'optimum, la teneur en eau optimale. Et il faut utiliser maintenant la même énergie que vous avez utilisée au labo. Là. Pour chaque mètre cube, voici l'énergie qu'il faut donner. Donc, si vous avez votre engin comme ça, vous voyez quand l'engin roule, que ce soit sur le sol directement ou sur l'asphalte, là, sur le bitume comme ça resserre les grains du sol entre eux. OK? Comme ça. Donc, en fonction de l'épaisseur de votre couche de sol, l'épaisseur là, multiplié par une certaine longueur, vous connaissez quelle longueur vous devez faire pour avoir 1 mètre cube. Ou bien, parce que c'est épaisseur multiplié par longueur là. Puisque vous connaissez déjà la largeur de votre route, hein? Ou bien, vous connaissez la largeur de votre, j'ai dit route, mais ça peut être n'importe quelle chose. Travaux de terrassement et travaux de compactage. N'importe quel travail de compactage. OK? Donc, c'est comme ça on fait pour reproduire les résultats au labo là, sur les sites, sur le terrain. Mais on va revenir sur ça aussi. Donc, juste pour votre information aussi, il y a un autre type de compactage. On appelle ça compactage statique. Là, on appuie juste une charge statique ici, compression statique, et puis on laisse comme ça. Et le sol va s'enfoncer. Là, on ne fait pas pom, pom, avec les marteaux qui tombent dessus, non. C'est juste statique, un truc statique comme ça, pas plus. OK? Donc, on revient sur cette courbe. On revient sur cette courbe. Ici, supposons qu'on a eu cette courbe-là. Là, c'est déjà fini. Donc, il faut faire plusieurs points. Vous faites plusieurs points pour avoir cette courbe. Mais le point qui est là, souvent, c'est pas évident d'avoir ce point-là exactement. Hein. Non. Peut-être vous allez avoir des points de part et d'autre, ici et de ce côté-là, ici. Donc, il faut après venir esquiver, tracer chose en main pour compléter la courbe. Et si vous voyez. Mais avec Excel,
c'est possible. Vous rentrez, ça vous trace les trucs facilement. La courbe bien arrondie et vous pouvez trouver votre optimum proctor. Maintenant, là, on va s'adresser, on va gérer et parler de cette courbe-là, de cette droite-là. Pourquoi on a cette droite-là? Okay? Si vous vous rappelez, dans le chapitre numéro 3, l'équation 17, on avait parlé de la teneur en eau et degré de saturation. Et on avait dit que le gamma D pouvait s'obtenir en utilisant la gravité spécifique, la densité et densité des sols, des grains du sol, le poids volumique de l'eau et l'indice de vide. On pouvait utiliser ces trois-là pour avoir le gamma D. OK? Donc, à partir de l'équation 19 aussi, du chapitre 3, on avait aussi cette équation-là, où il y avait une relation entre la teneur en eau, la gravité spécifique, et puis degré de saturation et l'indice de vide. Donc, ici, là, par exemple, vous voyez là, dans cette formule-là, l'indice de vide, si on tire l'indice de vide dans cette équation, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que l'indice de vide égale à GSW divisé par S. Donc, dans cette équation qui est là, nous allons remplacer l'indice de vide là par sa valeur qui est là. Donc, on va obtenir quelque chose comme ça. Oui, on a juste remplacé ce qui est en bas ici là, la valeur de l'indice de vide là, par ça. OK? Donc, je remets ça ici, la formule qu'on vient d'obtenir. Je remets ça ici, qu'on continue. Supposons maintenant que le sol est saturé. Si le sol est saturé, c'est-à-dire le degré de saturation est à 100%, en réalité, ça signifie qu'il n'y a plus de vide dans le sol. Donc, quand vous compactez le sol, quand il n'y a pas d'eau, c'est difficile de compacter. Maintenant, quand vous ajoutez un peu d'eau, le compactage, on a dit, c'est juste pour réduire les vides qui sont dans le sol. Ou bien, maintenant, quand vous ajoutez un peu d'eau, l'eau là que vous avez ajoutée va occuper certains vides, mais ne va pas combler à 100% tous les vides dans le sol. Oui. Cette petite eau que vous avez ajoutée va servir de lubrifiant pour que les grains du sol puissent glisser entre eux et se rapprocher davantage. Et ça va éliminer les vides. Maintenant, quand vous allez commencer à compacter, ça va réduire les vides considérablement. Supposons maintenant que vous réussissez avec votre compactage à éliminer tous les vides qui sont dans le sol grâce à votre effort. Donc, l'eau a pris une petite partie des vides, mais vous, les vides qui restent, la partie des vides qui restent que l'eau n'a pas pris là, vous avez tout chassé, tout est parti. Donc, ça veut dire que tous les vides sont partis. Les vides qui restaient là, qui ne sont pas partis là, sont occupés par l'eau. Ça veut dire que le sol est saturé. En réalité, c'est en ce moment que vous obtenez théoriquement, hein, même si c'est impossible de faire ça, le gamma D max pour chaque teneur en eau. Pour chaque teneur en eau. Donc, pour obtenir ça, nous allons utiliser cette même formule là, D là, gamma D là, et puis on va remplacer le poids volume et la teneur en eau là. Je parle de teneur en eau. Le degré de saturation là par 1, parce que 100%, ça veut dire que c'est 1. Donc, cette formule là, on va juste remplacer
On va juste remplacer celui-là, les S qu'elle a là, par 1. Si on remplace ces S là par 1, vous allez avoir les G là peuvent se simplifier. GS ici, GS en haut, GS en bas. Peuvent se simplifier. Donc, pour pouvoir simplifier ça, il faudra diviser ici les 1 là par GS. Parce que celui-là a un GS, mais les 1 là n'a pas de GS. Donc, c'est pour cela, si vous simplifiez, les S, c'est déjà 1. Pour ce cas ici, S égale à 1. OK? Donc, si S égale à 1, vous allez avoir en bas là 1 plus GS fois oméga. Donc, il faudra juste diviser par GS pour pouvoir simplifier les DGS qui sont là. Je pense que ça, c'est des calculs mathématiques, des formules que vous comprenez facilement. Même les élèves au lycée peuvent comprendre ça facilement. Voilà. Donc, vous obtenez ça. Les 1 sur GS là, c'est celui-là qui s'est transformé comme ça. C'est 1 là. Voilà. Et le W et le oméga qui est là, c'est en simplifiant les GS là que vous obtenez ça. Donc, nous, on peut dire que ce gamma là, c'est poids volumique sans vide d'air. Voici comment on va appeler ça. Sans vide d'air. Donc, on va faire des poids volumiques comme ça pour chaque ténère anneau. Et quand vous allez les placer, c'est ça qui va vous donner cette courbe que vous voyez là. Cette ligne-là qui est là. Si vous n'avez pas compris ça là, franchement, je m'en fous. Hein. Ce n'est même pas trop trick. Mais ce qui est passé là, comment obtenir cette courbe-là, c'est là, l'optimum proctor là. Voilà. C'est ça l'objectif de ce chapitre-là même en question. Donc, pour obtenir la variation de ce gamma Z AV là, Z, ça veut dire 0, R, A, c'est R. OK? Vide maintenant. Donc, avec la ténère en eau, on utilise donc la procédure suivante. Déterminer d'abord la densité spécifique, la gravité spécifique, les GS là. Après, vous connaissez le volume, le poids unitaire de l'eau, le poids volumique de l'eau. Après, vous supposez plusieurs ténères en eau. 5, 10, 15%. Voilà. Et chaque ténère en eau, vous utilisez cette formule-là, ce qui est là, formule 6,4 là, vous utilisez pour calculer les Z, les gamma Z avec correspondant. Et c'est ça qui va vous donner donc cette ligne qui est là. Vous voyez la ligne qui est là. Voilà. OK? Donc, cette ligne dans cette figure-là, donc, montre également que la variation de la ténère en eau, et le gamma Z AV là, il nous montre la position claire. La figure nous montre la position de cette ligne-là par rapport à la courbe. Donc, quel qu'en soit votre effort, en aucun cas, votre courbe, la courbe qui est là, peut se retrouver de l'autre côté de cette ligne. C'est la limite. Vous ne pourrez jamais atteindre là-bas. Okay? La courbe de compactage que vous voyez ici, là, c'est là. Okay? En aucun cas, cette courbe de compactage ne doit se situer à droite de la courbe de la droite et de cette celle-là, la courbe d'air vide nul. Jamais. Ça peut s'approcher jusqu'à faire semblant de toucher de temps en temps. Même toucher, même, c'est compliqué. Hein? Voilà. OK. Merci, mes amis. C'est tout pour cette vidéo. Et je vous rappelle qu'après cette vidéo,
le reste des vidéos seront privées. Si vous voulez continuer à suivre, il faut me contacter par email, par WhatsApp. Même le WhatsApp est là encore. L'adresse email est là. Donc, je vous dis merci beaucoup pour votre temps et j'attends vos messages. Merci bien.